Notre société moderne possède une caractéristique implicite, presque secrète. Il faut souvent comprendre les mots à l'envers et agir à contre-courant. Par exemple, face à quelque chose qui nous plaît, plus on le désire, plus il faut montrer de l'indifférence pour l'obtenir. Plus on est joyeux, plus on doit paraître calme. Plus on est en colère, plus il faut afficher une sérénité imperturbable. Quand quelqu'un dit ne pas s'en soucier, c'est en réalité qu'il y accorde une importance capitale. Et celui qui prétend que tout va bien a souvent l'esprit rempli de problèmes non dits. Ainsi, lorsque nous écoutons les autres parler, nous devons apprendre à décrypter le sens caché, l'inverse de ce qui est dit. Lorsque nous observons leurs actions, nous devons les analyser à contresens. Apprenez à écouter et à comprendre à l'envers, à naviguer à contre-courant des apparences, c'est alors que vous serez véritablement une personne équilibrée et avisée. Si vous croyez tout ce que vous entendez et interprétez littéralement chaque situation, c'est vous qui êtes en décalage. Et malheureusement, la personne qui en souffrira le plus, ce sera vous. Je sais que votre vie est souvent trépidante. Pourtant, ce que je vous dis n'est pas toujours facile à assimiler. Il est particulièrement difficile de le maîtriser si vous ne l'écoutez qu'une seule fois. Mon conseil est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de la réécouter plusieurs fois lorsque vous avez un moment de libre ou que vous faites des tâches ménagères. Partagez-la et enregistrez-la dans une playlist pour y revenir facilement. Je vous assure que, d'ici quelques mois seulement, votre façon de penser fera un bond prodigieux vers de nouveaux sommets. Bonjour à toutes et à tous de la part de votre ami de Clé de Vie. En mathématiques, il existe une règle simple. Deux nombres négatifs multipliés entre eux donnent un nombre positif. Autrement dit, le produit de deux nombres négatifs est positif. Cependant, quand un nombre positif est multiplié par un nombre négatif, le résultat est négatif. Cette règle nous enseigne une vérité profonde. Lorsque les autres jouent avec ruse et duplicité, il faut parfois se montrer encore plus perspicace et stratège qu'eux pour que le résultat vous soit favorable. Pensée, paroles et actions suivent souvent cette même logique. L'inverse mène à la vérité. La plupart des gens s'expriment et réagissent à contre-courant des apparences et le résultat final se révèle juste. Comprendre cette règle nous permet soudain de percer le mystère de bien des choses qui nous échappaient jusqu'alors. Par exemple, beaucoup de personnes parlent constamment de bienveillance, de droiture et de morale, prétendant agir pour le bien d'autrui, alors qu'en leur fort intérieur, elles ne songent qu'à leurs propres intérêts. C'est souvent ainsi. Plus on manque de quelque chose, plus on cherche à l'afficher. Soyez donc particulièrement vigilants avec ceux qui manient les belles paroles et les intentions nobles. Leurs calculs sont souvent bien plus complexes et profonds qu'il n'y paraît. Ne vous fiez pas facilement à ce que les gens disent. Fiez-vous uniquement à leurs actions concrètes. Cette société est incroyablement sophistiquée. La plupart des choses que vous percevez directement sont souvent des illusions. Par exemple, les revenus des célébrités sont parfois falsifiés. Les bilans des sociétés cotées en bourse peuvent être manipulés. Les études universitaires parfois orientées. Les taux d'audience télévisuelle gonflés. Le nombre de commandes sur les plateformes e-commerce fictifs. Les données des diffusions en direct trompeuses. Le nombre de followers artificiels. On voit même des salons de thé payer des figurants pour simuler une affluence. Cela me rappelle cette phrase du Sutra du Diamant. Toutes les formes apparentes ne sont que vanité. En d'autres termes, toutes les réalités sont illusoires. Celui qui est capable de voir clair à travers toutes ces faussetés possède la capacité de percevoir la vérité. Le Tathagata, ce n'est pas une personne, c'est l'incarnation de cette capacité à percer le voile de l'illusion pour voir la vérité. Dans L'art de la guerre de Sun Tzu, il est dit « Quand il est vide, remplissez-le. Quand il est plein, videz-le. » En d'autres termes, simulez la faiblesse quand vous êtes fort et la force quand vous êtes faible. La stratégie militaire ne dédaigne jamais la tromperie. C'est précisément la particularité la plus frappante de notre société. Elle nous égare à travers une série de manifestations extérieures mettant à l'épreuve notre capacité à penser en profondeur. Ceux qui bâtissent des modèles de pensée d'excellence possèdent cette aptitude à la réflexion indépendante, leur permettant ainsi de démasquer les fausses apparences et d'atteindre le succès. À l'inverse, ceux qui suivent la foule, pris dans la confusion, se laisseront berner par ces illusions et finiront par être écartés par la société, voire exploités. L'ordre et la logique de cette société sont conçus avec une ruse incroyable. Ceux qui parviennent à s'y tenir debout et à vivre en pleine conscience ne sont assurément pas des personnes ordinaires. Nous disons souvent que cette société opère selon deux systèmes d'ordre.
Le premier est celui des choses que l'on peut dire mais que l'on ne peut pas faire, c'est-à-dire l'ensemble des règles de Confucius sur la bienveillance et la moralité. Le second est celui des choses que l'on peut faire mais que l'on ne peut pas dire, à savoir l'ensemble des règles de Guy Gozzi sur l'intrigue et la stratégie. Retenez donc ceci. Il y a des choses qu'on ne peut que dire sans les faire et d'autres qu'on ne peut que faire sans les dire. Si une personne parle et agit de manière parfaitement cohérente, elle aura souvent du mal à survivre dans cette société. C'est pourquoi tant de gens, qui disent une chose et en pensent une autre, sont pourtant très appréciés. C'est tout simplement parce qu'ils sont en adéquation avec les règles implicites de notre monde. Voilà ce qu'est le Dao de notre société. Qu'est-ce que le Dao ? Un yin, un yang, cela s'appelle le Dao. Cela signifie que si une personne est capable de diviser une affaire en deux aspects opposés et de maîtriser ces deux aspects, elle a alors atteint le Dao. La compétence la plus remarquable dans l'art des relations humaines est de savoir retourner le bâton contre son maître. Pour affronter les personnes malveillantes, le mieux est de surpasser leurs ruses. Si vous tentez de les amadouer uniquement par la bonté, le résultat sera souvent une tragédie. Discerner la véritable nature de cette société exige une sagesse immense. La règle d'or pour comprendre les êtres humains est la suivante. Si vous faites partie des 1% de leaders, vous contrôlerez les 99% restants. La vérité est toujours détenue par une minorité. En d'autres termes, la vaste majorité des gens sont souvent moins perspicaces. Ceux qui ne peuvent saisir la vérité seront de ce fait exploités par les autres tout au long de leur vie. Dans le monde, 99% des gens ne pensent qu'à obtenir des choses sans effort, recherchant des sensations rapides et éphémères, fuyant la réflexion profonde et vivant de manière superficielle. La nature même du commerce consiste à tirer profit de ces faiblesses humaines. Bien sûr, il y a une condition essentielle. Vous devez d'abord surmonter ces faiblesses en vous-même pour devenir l'un de ces rares 1%. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous élever librement au-dessus des autres et les maîtriser avec aisance, sans effort ni contrainte. Gagner de l'argent est donc aussi une forme de cultivation personnelle, un processus d'élimination des faiblesses humaines nous permettant de grandir et de nous perfectionner toujours davantage. Sans cela, vous seriez vous aussi emporté et englouti par ce tourbillon. Alors, quelle est la plus grande éthique du commerce ? C'est de satisfaire les désirs profonds des gens. Dans le monde, beaucoup de personnes ont un vide intérieur, manquent de maturité, de raisonnement et n'aiment pas réfléchir. Elles sont comme de grands enfants qui crient et exigent constamment. Si vous parvenez à répondre à leurs besoins, à les rendre sereins et contents, cela devient une forme de moralité, voire de mérite. Les deux choses les plus difficiles au monde sont, premièrement, faire pénétrer ses propres pensées dans l'esprit des autres. Deuxièmement, faire entrer l'argent des autres dans sa propre poche. La première relève de l'âme, la seconde de l'intérêt. C'est pourquoi l'on dit souvent « toucher aux intérêts est encore plus difficile que toucher à l'âme ». Ce qui est fascinant, c'est que ces deux choses se produisent souvent simultanément. Lorsque vous parvenez à implanter vos pensées dans le cerveau d'une autre personne, à toucher son âme, elle vous donnera volontairement son argent. C'est ainsi que vous touchez à leurs intérêts. Par conséquent, la capacité la plus aboutie au monde est de pouvoir installer un système de pensée dans l'esprit des 99% restants. Quant aux personnes ordinaires, si elles restent perpétuellement immergées dans les appâts des commerçants, comme les courtes vidéos, les divertissements, les jeux, elles ne feront que s'appauvrir et se laisser exploiter davantage. Seule une poignée d'individus se réveillent, réalisent qu'ils ne peuvent plus se complaire ainsi et commencent à apprendre et à penser sur le long terme. C'est de cette manière seulement qu'ils pourront progressivement échapper à leur situation. Voilà précisément l'état de vie des 99% de l'humanité. Beaucoup d'amis sur Facebook, mais personne à qui parler sincèrement. De nombreux numéros dans le répertoire, mais personne ne prend contact. Quand le téléphone sonne parfois avec un numéro inconnu, c'est soit pour vous proposer un prêt, soit pour vendre une maison, soit pour une livraison, soit pour de la nourriture. Sinon, ce sont des appels de démarchage ou d'arnaque. Le travail est ennuyeux, on ne veut pas avancer, mais on ne peut pas non plus reculer. Se lancer dans l'entrepreneuriat ? Pas assez de courage ni de capital. Essayer de faire quelque chose ? On ne sait même pas quoi faire. Rester allongé dans la pauvreté, mais sans la moindre tranquillité d'esprit. Au moment de dormir, 1000 chemins se dessinent, mais au réveil, aucun n'est emprunté. Les programmes de divertissement sont épuisés, les séries télévisées n'intéressent plus, les jeux sont devenus lassants.
Il ne reste plus qu'à compter sur les courtes vidéos et les diffusions en direct pour se recharger, sur les achats en ligne et les promotions pour maintenir un semblant d'émotion dans la vie. Savoir pertinemment que l'on est vide, mais ne pas savoir quoi faire. Un sentiment d'insécurité diffuse, d'anxiété et de dépression. Incapable de changer, pas le courage de partir. Jour après jour, année après année, on vit dans une impasse désespérante. Cependant, ce qui est le plus inexplicable dans la nature humaine, c'est ceci. On pense souvent qu'il faut 5 ans pour accomplir quelque chose d'extraordinaire et devenir une personne remarquable, et cela semble une éternité. Mais consacrer 40 ans à vivre dans la confusion, à s'agiter inutilement au sein d'un groupe de personnes ternes, cela ne semble pas long du tout. Toutes les souffrances de la vie, à l'exception des douleurs physiques causées par la maladie, proviennent des conceptions et des attachements humains. C'est cette obscurité, ce refus de s'éveiller, qui est la racine de toute misère. L'être humain n'est pas lié par les événements eux-mêmes, mais par sa propre manière de percevoir ces événements. En d'autres termes, il est emprisonné par sa propre pensée et sa propre conscience. La plus grande prison du monde est la pensée humaine elle-même. Chaque individu vit enfermé dans sa propre prison de la pensée, dans sa propre cage de perception. De même, toutes les souffrances extérieures sont là pour nous rappeler qu'il est temps de briser les chaînes de notre propre esprit. Mais en réalité, le nombre de personnes capables de s'éveiller est très faible. On dit souvent qu'une personne s'éveille à 1% grâce au rappel des autres et à 99% grâce aux blessures infligées par la vie elle-même. Beaucoup de gens préféreraient emprunter des centaines de millions pour une chirurgie esthétique plutôt que d'élever leurs pensées et leur conscience. Prenons un autre exemple. Si l'on place une banane et de l'argent devant un singe, il choisira sans hésiter la banane, car il ignore que l'argent peut acheter bien plus de bananes. Nous rions de la stupidité du singe, mais en réalité, nous commettons souvent la même erreur. Par exemple, si l'on place l'argent et la conscience devant les êtres humains, la plupart choisiront l'argent, car trop de gens ne savent pas que la conscience peut non seulement procurer plus d'argent, mais aussi le bonheur et la santé. Les êtres humains, tout comme les singes, sont toujours attirés par les petits avantages immédiats et ne veulent pas réfléchir aux choses plus profondes qui se cachent derrière. C'est une caractéristique fondamentale des animaux, et 99% des gens conservent cette propriété, si complaisant même dans l'ignorance, et ne pourront jamais devenir une partie du 1% restant. Comment devenir ces 1% d'individus ? Connaître les autres est sagesse, se connaître soi-même est illumination. Vaincre les autres est avantage, se vaincre soi-même est force véritable. Bien se connaître et se surpasser sont les caractéristiques typiques de ces 1% de personnes. Avant tout, c'est une vérité difficile à saisir. La chose la plus difficile à voir dans la vie, c'est soi-même. Même en se regardant dans un miroir, l'image reflétée n'est pas nécessairement notre véritable personne. Il existe en effet un principe physique appelé le principe d'asymétrie. Alors, comment se voir soi-même ? Ce n'est qu'en nous heurtant à quelque chose, en réagissant, que nous pouvons nous ressentir et nous percevoir. La meilleure façon de se voir est donc de considérer les autres comme le miroir de notre monde intérieur. Tous les désirs, les ambitions, l'ignorance ou les émotions négatives que nous percevons sont des reflets de ce qui est en nous. Si nous n'acceptons pas ou n'aimons pas quelque chose, cela signifie qu'il nous manque quelque chose en notre fort intérieur. Ce qui nous irrite le plus chez les autres est souvent ce que nous ne supportons pas chez nous-mêmes, mais que nous refusons d'admettre. Par conséquent, les personnes et les situations qui nous causent haine, jalousie ou ressentiment se répéteront encore et encore jusqu'à ce que nous les acceptions. C'est en réalité la manière dont le monde nous pousse à nous accepter nous-mêmes. Les phénomènes extérieurs qui nous mettent mal à l'aise apparaissent pour nous rendre plus complets, plus entiers. Plus nous résistons à ces conflits, plus l'expérience désagréable s'éternise et s'intensifie. Lorsque nous nous tournons vers notre monde intérieur pour reconnaître nos propres problèmes, nous nous réconcilions avec nous-mêmes et les conflits avec le monde extérieur se dissipent également. La véritable réconciliation est celle que l'on opère avec soi-même. Lorsque nous utilisons le monde extérieur pour nous sonder, nous voir et nous perfectionner, et que nous acceptons qui nous sommes, c'est aussi le moment où nous acceptons le monde entier. C'est l'état de plénitude intérieure. Lorsque vous atteignez ce stade, vous deviendrez l'une de ces 1% de personnes exceptionnelles. Votre monde intérieur sera plus inébranlable que n'importe qui, courageux, décisif dans l'action, diligent et autonome, sans aucune indulgence. Simultanément, à l'extérieur, vous serez plus doux et gracieux que toute autre personne, rayonnant, délicat, perspicace dans l'observation, subtil dans la pensée.
Vous saurez faire céder la force par la souplesse. Dès lors, personne en ce monde ne pourra être votre adversaire. Retenez bien ceci. À l'avenir, l'humanité se divisera en deux catégories. La première, ce sont les 99% de personnes qui vivent selon leurs instincts, c'est-à-dire la majorité ordinaire. Ce sont ceux qui, chaque jour, défilent des vidéos courtes, suivent des diffusions en direct, jouent à des jeux, achètent des produits contrefaits, agissant comme des consommateurs passifs de la société. Ces individus ne sont que des consommateurs de ressources sociales. Leur unique contribution à la société est de se conformer aux mécanismes algorithmiques, devenant ainsi une partie des mégadonnées. La seconde catégorie, ce sont les 1% qui s'opposent à l'instinct, ceux qui conservent une pensée indépendante, une discipline rigoureuse et un désir constant de progresser. Les algorithmes ne peuvent pas les contrôler. Au contraire, ils sont capables de comprendre ces algorithmes, de maîtriser les lois de la société, de la vérité et de la réalité, devenant ainsi les guides de la société. Le retour est le mouvement du Dao, la faiblesse est la fonction du Dao. Ceux qui peuvent agir à l'encontre de l'instinct humain sont des êtres d'exception, ceux qui deviennent cette part spéciale des 1%. Alors, une fois que vous faites partie de ces 1%, comment pouvez-vous guider les autres ? Retenez cette règle d'or. Quelques belles paroles suffisent à convaincre 50% des gens. Un petit avantage peut en attirer 70%. Avec de belles paroles et des avantages, vous persuaderez 90% des personnes. Exploitez toutes les faiblesses humaines. Parlez au bon moment. Offrez les bons avantages et vous pourrez guider 99% des gens. Gardez cette phrase à l'esprit, c'est votre trésor pour influencer les autres. Si vous avez fait tout cela et que vous ne parvenez toujours pas à convaincre votre interlocuteur, c'est qu'il appartient lui aussi au groupe des 1% restants. Et lorsque deux personnes de ce 1% se rencontrent, c'est la chose la plus merveilleuse au monde. Qu'est-ce que le destin ? Voici une révélation qui va complètement bouleverser votre perception. Tout d'abord, il y a une coïncidence cruciale que les scientifiques ont découverte. Dans l'espace observable, seulement 4% de la matière est visible. Les 96% restants sont de la matière noire. Et ce sont précisément ces matières noires invisibles qui contrôlent le fonctionnement du monde. Les psychologues ont quant à eux découvert que seulement 5% de nos pensées sont conscientes. Les 95% restants sont contrôlés par le subconscient. Ce sont précisément ces pensées subconscientes que nous ne percevons pas qui régissent notre comportement. C'est ce que l'on appelle la théorie de l'iceberg. Le psychologue Carl Jung a dit « Si vous ne parvenez pas à ressentir votre subconscient, il dirigera votre vie entière. » Lorsque vous n'êtes pas conscient de votre subconscient, celui-ci devient votre destin. Votre subconscient contrôle votre vie et vous appelez cela le destin. C'est la vérité fondamentale. Ce que l'on appelle destin est précisément ces 96% de matière noire, ces 95% de subconscient. Le subconscient est ce qui est profondément enfoui en nous, car il existe avant même notre conscience innée. La conscience innée est le produit de l'éducation et des influences environnementales ultérieures, tandis que le subconscient existait avant même notre formation. L'être humain peut être divisé en 3 parties, le ça, le moi et le surmoi. Le ça est la propriété animale, le moi est la propriété sociale, et le surmoi est la propriété d'un espace supérieur. Le subconscient est précisément le surmoi. Au plus profond de chacun de nous se cache un vrai soi, également appelé le surmoi, qui transcende les trivialités de ce monde. Il existe pour l'amour, la sagesse et la vertu. Une fois que vous aurez trouvé ce vrai soi, vous ouvrirez la porte à une véritable énergie, qui vous alimentera continuellement, vous donnant la force de transformer l'impossible en possible. Le vrai soi conserve nos expériences, nos croyances et notre conscience, ainsi que nos décisions, nos opinions, nos comportements, nos choix et bien d'autres choses encore. En réalité, les choses les plus précieuses de la vie, telles que le talent inné, la mission, les points forts, la compréhension, etc., sont toutes gérées par le vrai soi. Cependant, son niveau de conscience est si élevé qu'il nous est souvent difficile de reconnaître sa présence. Pensez aux personnes qui vous entourent. Qu'est-ce qui fait que certains, qui semblaient brillants pendant leurs études, sont devenus plus tard des personnes ordinaires, tandis que d'autres, qui paraissaient sans particularité dans leur jeunesse, ont atteint des succès inattendus? La réponse est très claire, ils ont trouvé leur vrai soi. Nous savons tous que pour qu'une chose réussisse, 3 facteurs principaux sont nécessaires. Le moment propice, Tianxi, l'avantage du lieu, Dili, et l'harmonie hunaine, Renhe. Mais en réalité, il existe un facteur encore plus important,
l'harmonie de soi, Jihe. Le Maître Céleste a autrefois formulé cette phrase complète. Le moment propice ne vaut pas l'avantage du lieu. L'avantage du lieu ne vaut pas l'harmonie humaine ne vaut pas l'harmonie de soi. L'harmonie de soi ne vaut pas le Maître Céleste. L'harmonie de soi signifie l'harmonie avec soi-même. Le Maître Céleste est précisément le vrai soi. Il vous aidera silencieusement de l'intérieur. Le vrai soi est votre esprit primordial, toujours discrètement à vos côtés. Une fois que vous l'aurez trouvé et que vous en utiliserez la puissance, tout deviendra favorable, comme si vous bénéficiez de l'aide du Maître Céleste. Le vrai soi se compose de deux parties. Premièrement, le talent inné. Deuxièmement, la mission. Le talent inné est ce que vous faites mieux que les autres dès la naissance, sans raison particulière. Vous êtes naturellement doué dans ce domaine. La mission est ce que vous êtes né pour faire. Que ce soit dans la vie ou dans vos rêves, vous désirez l'accomplir. Même si personne ne vous offre le moindre avantage, vous souhaitez toujours la réaliser. La mission et le talent inné sont les deux principaux canaux qui vous relient au vrai soi, et aussi les deux canaux principaux pour vous connecter à un plan supérieur. Puisqu'il s'agit de choses innées, elles proviennent de nos vies antérieures. Seules elles peuvent nous connecter au vrai soi et à des dimensions supérieures. Une fois ces deux canaux ouverts, nous pouvons facilement recevoir l'énergie des plans supérieurs, atteindre facilement le succès et vivre en accord avec notre vrai soi. La véritable destination de la vie est la synthèse du talent inné et de la mission pour former le vrai soi. Il y a un dicton : 3 pieds au-dessus de votre tête, il y a des divinités. Ces divinités sont précisément le vrai soi, observant silencieusement chacune de vos actions d'en haut. Socrate disait souvent « Connais-toi toi-même ». Dans le Tao de Jing, il est écrit « Connaître les autres est intelligence, se connaître soi-même est illumination ». Toutes ces paroles nous rappellent qu'il est impératif de retrouver notre esprit originel. L'homme à la naissance est fondamentalement bon. Si vous croyez cette phrase, les êtres humains naissent purs et bienveillants. Mais avec le temps, influencés par le monde, leurs comportements sont souillés par la vulgarité et leur pureté est obscurcie par la cupidité. C'est alors que les êtres humains commencent à s'égarer, se lançant à corps perdu dans la quête d'une reconnaissance extérieure, courant jour et nuit sans relâche. Peu à peu, le vrai soi se retrouve recouvert d'une couche de poussière de plus en plus épaisse et les comportements s'égarent toujours davantage. Wang Yangming appelait cela la connaissance intuitive, Liang-Zi de l'homme. Cela signifie qu'il faut creuser profondément pour retrouver son moi originel. Le bouddhisme zen parle de « voir son esprit », voir sa nature. Voir sa nature, c'est devenir Bouddha. Chacun possède la nature de Bouddha, elle est simplement obscurcie. Nous devons continuellement observer notre monde intérieur et nous auto-réfléchir pour en prendre conscience. En réalité, c'est la compréhension de notre moi supérieur. Les philosophes disent qu'il faut chercher le moi et nous disons qu'il faut conserver l'esprit originel. En fait, tout cela repose sur le même principe. Pourquoi 99% des êtres humains ne parviennent-ils pas à trouver leur vrai soi ? Chaque personne, à sa naissance, se voit insuffler par le ciel et la terre une sorte de sortilège ou reçoit une injection de blocage, emprisonnant étroitement son âme. Nous disons souvent que ce monde est à l'origine un labyrinthe, comme un programme préconçu. L'objectif fondamental de ce programme est de nous égarer. Il utilise de nombreuses formes d'artifices, de tentations et de désirs pour nous aveugler. La vie semble offrir une infinité de choix et de possibilités. Mais en réalité, ce n'est qu'un sortilège. Ces choses éblouissantes sont là pour que chacun ne puisse pas se trouver lui-même. C'est pourquoi la plupart d'entre nous sont entraînés par les valeurs superficielles de ce monde, vivant selon le regard des autres, selon les normes établies par la société, et cherchant la satisfaction de leurs désirs personnels. Par conséquent, nous nous éloignons de plus en plus de notre vrai soi. Ceux qui vivent ainsi, quels que soient leurs efforts ou leurs succès, ne peuvent finalement pas être heureux, car au plus profond de leur âme, un vrai soi continue d'appeler. Ce n'est pas ce que je désire. Ce qui est regrettable, c'est que la plupart des gens ne reçoivent pas ce rappel de l'école, des enseignants ou des parents. La chose la plus importante dans la vie est de se comprendre soi-même. Quelle est ma personnalité ? Quel est mon talent inné ? Comment dois-je établir mes aspirations ? Nous sommes formés comme des composants standards, de sorte que nos intérêts, nos talents et notre individualité sont érodés petit à petit jusqu'à ce que nous soyons aspirés par la machine sociale, devenant homogénéisés et perdant notre essence.
Même si certaines personnes s'éveillent et cherchent par tous les moyens à échapper à ce sentiment d'oppression, seulement 1% y parvient réellement. Les 99% restants sont complètement écrasés. Même si vous obtenez un diplôme avec d'excellents résultats et un emploi bien rémunéré mais très stressant, si ce n'est pas ce que vous voulez vraiment faire, tôt ou tard, vous le quitterez par ennui. Si vous avez étudié les sciences et l'ingénierie mais que votre véritable passion est la création, tôt ou tard, vous consacrerez votre temps libre à créer. Et il est fort possible qu'en réussissant cela, vous finissiez par abandonner votre emploi initial. Toute l'incertitude, l'anxiété et la dépression dans la vie proviennent du fait que nous nous éloignons de plus en plus de notre vrai soi. Essayez de réfléchir à nos vies. N'y aurait-il pas toujours une grande toile de fond qui nous enveloppe, nous empêchant de nous en échapper toute notre vie ? C'est ce que nous appelons le destin. C'est parce que nous n'avons absolument pas conscience de l'existence du vrai soi que nous avons toujours ce sentiment d'être contrôlés, sans savoir par qui. Carl Jung a prononcé une phrase capitale. Lorsque le subconscient est éclairé, le destin est modifié. Cela signifie que, lorsque vous trouvez votre vrai soi, que vous dialoguez et vous réconciliez avec lui, vous ne serez plus contrôlé par lui, mais vivrez en harmonie. À ce moment-là, le concept de destin n'existera plus. La prise de conscience est bien plus difficile que le changement, mais lorsque vous acquérez la conscience, le subconscient commence automatiquement à se transformer. Le plus terrifiant, c'est l'absence de conscience, l'entêtement à ne pas vouloir voir, le conservatisme et le fait de se retrancher dans des vues étroites. Finalement, vous réaliserez que ce qui vous empêche réellement d'avancer n'est ni votre capacité, ni le temps, ni la méthode, ni les étapes à suivre, mais bien ce que vous n'osez pas affronter au fond de vous-même. Vous fuyez constamment lorsque vous y êtes confronté. L'infériorité, les préjugés, les émotions négatives, l'étroitesse d'esprit, l'ignorance et l'égoïsme. Ce sont ces choses-là qui constituent les plus grands obstacles dans la quête du vrai soi. Si une personne trouve son vrai soi, elle deviendra assurément une personne excellente, accomplie et heureuse. La première moitié de la vie consiste à se coller des étiquettes, à se modeler selon les normes sociales, à devenir une personne adaptée à la société et à accomplir les tâches qu'elle nous confie. La seconde moitié de la vie est consacrée à déchirer ces étiquettes. Une fois que nous avons rempli nos devoirs sociaux, nous commençons à nous retrouver, à retrouver nos passions et nos aspirations, puis nous nous dirigeons de tout cœur vers notre vrai soi. La vie est comme une rivière, même si elle serpente et tumultueuse, sa destination finale reste la mer. J'espère que vous et moi pourrons trouver notre chemin à travers le brouillard, comprendre les principes de la vie et devenir l'un de ces 1% d'individus, ceux qui maîtrisent leur destin et la sagesse de la vie.